Bonjour ou rebonjour à tout le monde. Ravi que vous soyez parmi nous pour cette table ronde qui touche à un sujet important qui a déjà été abordé depuis hier matin à nombreuses reprises, au moins le mot-clé, le mot influenceur, qui, on le sait, fait couler beaucoup d'encre. On va parler du rôle des influenceurs. J'ai marqué d'aujourd'hui, mais nécessairement j'ai pris des personnes qui ont un vécu avec un aujourd'hui un petit peu allongé sur ce sujet. Et ce sujet d'influenceur qui sera peut-être pas finalement une réponse à une question, mais dans tous les cas une réflexion. Aujourd'hui, on a quand même une problématique avec cette terminologie d'influenceur, car si je vais simplement regarder un dictionnaire et une définition synonymique, influenceur et ses origines du mot influencer, c'est ni plus ni moins soumettre, transmettre à une influence, voire à une opinion. Transmettre, c'est la fonction de beaucoup de personnes dans cette pièce. On sait que c'est le rôle d'un enseignant au départ. On sait que transmettre est un sujet d'envergure et un processus essentiel qu'est là théoriquement pour développer un petit peu l'humanité. Jadis, le professeur qui était détenteur de savoir, ça lui offrait la possibilité d'avoir un statut social, d'avoir une forme de symbolique de la connaissance et de la reconnaissance. Aujourd'hui, les youtubeurs prennent la place des enseignants, bien souvent, tout du moins dans un volume horaire des apprenants. Ces youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers sont les acteurs principaux de ce que l'on pourrait appeler une forme d'audience intellectuelle, d'une médiatisation du digital qui est là pour créer peut-être la popularité du savoir ou peut-être la popularité d'un individu. C'est ces sujets-là qu'on va essayer d'observer tous ensemble, voir en quoi aujourd'hui le consommateur choisit ses choix avec une opinion personnelle ou au contraire sans être jamais concerté, simplement avec une offre d'influence apportée par différents individus. Alors le mot influenceur, on le sait, il est idolâtré par certaines générations, il est critiqué par d'autres générations, il est fantasmé bien souvent, stigmatisé. On voit que les contradicteurs sont de plus en plus nombreux pour parler de ce sujet. En bref, c'est un gros mot, être influenceur. Et pour cela, j'ai autour de moi différentes personnes qui, je suis sûr, vont avoir un problème déjà avec cette terminologie. Et je vais simplement commencer, avant de vous demander de vous présenter, simplement commencer par vous demander: est-ce que vous vous considérez comme influenceuse ou influenceur? Emmanuel Jarry. Non, prends un micro. Tu sais, c'est comme à la télé ou à la radio. Voilà, faut le brancher. Allô, allô. Merci bien. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, peut-être, puisque dans la mesure où les vidéos que je tourne ont une influence ensuite sur les personnes qui ont été filmées. Moi, ça me dérange pas du tout. J'ai été journaliste jusqu'en 2022 avec une carte de presse et je l'ai pas redemandé puisque aujourd'hui je travaille plus dans la presse écrite. Honnêtement, on me la pose souvent et moi je me la pose un peu moins, mais oui, je suis une influenceuse. Merci bien. Anne. Deux micros là. Moi, je ne me considère pas comme une influenceuse parce que j'existais avant l'influence, on va dire. Pour moi, l'influence, ça projette une image de jeune femme à Dubaï à forte poitrine. Et voilà, donc je me sens pas très concernée, en fait. 4 personnes, je continue avec Damien dans 2 secondes, 4 personnes autour de moi, 3 personnes qui sont dans le domaine d'être des prescripteurs, pour essayer de commencer de trouver un synonyme du mot, et à côté de moi, une chercheuse qui, elle, aura une lecture beaucoup plus diagnostique du sujet. Damien, influenceur ou pas influenceur? Grosse question. Moi, peut-être que j'étais influenceur il y a quelques années, parce que j'avais un site internet. Et alors aujourd'hui, j'essaye d'influencer personne, en fait. Et moi, j'influence, plus je suis content. Et j'essaye juste de transmettre, parce que moi, j'étais prof de cuisine pendant 25 ans. Et il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est j'ai fait quelques vidéos il y a quelques années. C'est si quelqu'un a appris quelque chose avec moi, mais je ne cherche pas à l'influencer, je cherche plus à donner du savoir. Et rien ne me fait plus plaisir que quelqu'un qui rentre dans le restaurant et me dit « j'ai appris la cuisine avec vous ». Ça, c'est mon plus beau cadeau. Mais l'influence, c'est vrai, ça me gêne un petit peu, parce que je ne cherche pas... si je cherche peut-être à influencer pour que les gens se mettent à cuisiner, ça c'est important, ouais, mais ça s'arrête là. Merci Damien. Alors on va vite donner la parole à Léa pour commencer, c'est la première qui va se présenter, après vous pourrez vous présenter d'une manière plus développée. Léa, qui est donc chercheuse, vous avez une thèse qui est effectuée sur justement les influenceurs alimentaires, non pas nécessairement culinaires, on voit le sujet au sens plus large. Donc grosso modo, pour commencer à dépeindre le sujet,
En quoi ils sont influenceurs? Par qui ce mot est-il concerné? Pourquoi? Comment? Qui, quand, quoi, où? Alors malheureusement, je vais vous décevoir. La question en fait de la définition est centrale et malheureusement aujourd'hui on n'en a pas une de très précise. Par contre, je peux vous donner des éléments qui peuvent être intéressants, déjà de recontextualiser un petit peu. L'influence, c'est pas quelque chose de nouveau, on le date à peu près de 2007. C'était sur YouTube en fait où YouTube a lancé un programme qui s'appelait le programme partenaire. Et le but, c'était de dire, YouTube fournit la plateforme, les créateurs les plus connus fournissent le contenu et ils partagent le bénéfice des publicités qui sont en pré-roll. Donc vous savez, quand on clique sur une vidéo, on a une petite publicité. Et donc en fait, ça a lancé le début, on va dire, de l'influence, en tout cas de la création de contenu. Et ça a permis de populariser un système de rémunération pour les influenceurs. Et puis aussi de leur offrir une voie de professionnalisation, ce qui pouvait commencer à gagner un petit peu des revenus avec leur contenu. Et en fait, le problème, c'est que le terme, il a aujourd'hui une définition qui est rentrée dans le Larousse et le Robert en 2017, qui est quand même très liée à l'influence sur les comportements d'achat, notamment. Donc il y a une dimension très marchande. Mais en fait, on n'a jamais vraiment, je pense, posé la question du terme même influenceur. C'est-à-dire qu'en fait, on résume une activité à son résultat. Or, la plupart des créateurs de contenu ou des influenceurs vous diront « Moi, mon métier, c'est pas d'influencer, c'est de créer du contenu, finalement. » Donc il y a ça. Il y a aussi le problème du tabou que ça pose. Personne ne souhaite dire qu'il est influencé. On ne va pas revendiquer qu'on est influencé. Donc il y a ça qui joue. Et puis on l'a vu sur la dernière table ronde, c'est aussi toute l'image et les représentations qu'on a autour de l'influence, qui sont centrées surtout sur la télé-réalité. On pense à Dubaï. On pense il y a certains types d'images, mais qui sont le fruit en fait d'une médiatisation de médias. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure sur la question de la représentation de l'influenceur aujourd'hui. Les médias en parlent quand même de façon très péjorative, et du coup ça a créé une image chez nous qui est plutôt péjorative. Si on reprend sur des éléments de définition, alors on pourrait tenter d'avoir cette définition marchande qui a d'ailleurs été adoptée par la loi sur l'encadrement de l'influence, qui a été adoptée le 9 juin dernier à l'Assemblée. Et donc la définition, elle se repose uniquement sur la dimension marchande. Le problème, c'est que de cette définition, c'est que finalement, ça marche bien dans un cadre de réglementation, mais ça ne prend pas en compte des usagers qui auraient une audience, qui donnerait des messages et potentiellement qui pourraient influencer une audience sans rémunération. Parce que ça existe en fait. Il y a des influenceurs qui choisissent de ne pas faire de partenariat avec des marques. Donc il y a ce problème-là. Une deuxième voie de définition, ce serait les abonnés, qui en fait qui serait de définir un seuil et qui est une définition qui est très marketing en réalité, de dire voilà, à partir, il y a les nano-influenceurs jusqu'à 10 000 abonnés, ensuite on monte, etc., les macros, les mégas, etc. Le problème en fait de cette définition-là, c'est que c'est pareil, à partir de quand on dit que c'est une audience et que c'est plus seulement des amis et des connaissances. À partir de combien d'abonnés on peut dire qu'on a une influence, ça c'est très compliqué. Donc il y a des opérations qui consisteraient par exemple à appliquer certaines théories comme la théorie de Dunbar, mais ça marche pas. Donc je pourrais en parler plus précisément, mais ça marche pas. En fait, moi ce qui m'intéresse le plus dans ce phénomène-là, c'est comment les créateurs eux se définissent. La plupart du temps pas comme des influenceurs mais comme des créateurs de contenu, et ça interroge plutôt comment caractériser l'activité en soi. Et en fait c'est une activité qui est surtout liée à l'audiovisuel, qui va être effectivement de la création de contenu, qui va être de la veille aussi sur les réseaux, ça va être aussi des capacités de négociation par exemple quand il y a des partenariats avec les marques. Donc je pense que c'est plus intéressant de comprendre en fait l'influence au prisme de l'activité et finalement d'essayer de la caractériser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup Léa pour cette lecture panoramique qui nous dresse bien le portrait. Léa nous a mis le doigt sur un sujet particulier, c'est vos nombres d'abonnés. Donc soit je continue de vous appeler par vos prénoms, soit par vos nombres d'abonnés, au choix. Anne, non, on va commencer par Anne, 445 000 abonnés. La question, Anne, que j'ai envie de poser, c'est blogueuse au départ, comme on a commencé de le dire. Et aujourd'hui, quel intitulé tu te donnes et comment tu as vu l'évolution, finalement, de ton activité de papille et pupille au fil de ces combien d'années ? 18 ans.
C'est vrai qu'au départ, je me considère toujours comme blogueuse, puisque mon média principal est un blog qui est plutôt devenu un média aujourd'hui, mais... et après, évidemment, je suis présente sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ça a beaucoup évolué. Je vois quand j'ai commencé, pour vous raconter une anecdote, quand on demandait à mes enfants que font vos parents dans la vie, sur les fiches parents-prof, mes 2 enfants mettaient jamais la même chose. Ils mettaient genre webmaster, photographe, ils mettaient n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ils mettraient encore n'importe quoi parce qu'ils savent pas, il n'y a pas vraiment de mots. C'est vrai que créateur de contenu, on s'y retrouve assez. Mais voilà quoi. Et pour produire ces contenus, c'est uniquement des recettes issues d'expériences vécues personnellement, de voyages pour en trouver de nouvelles, ou d'avoir suivi une formation professionnelle dans une école hôtelière? Non, c'est uniquement du vécu. Moi, je parle à Madame Tout-le-Monde. J'ai les compétences de Madame Tout-le-Monde. Donc, voilà, c'est vraiment de l'expérience. Et puis, je vais aussi beaucoup voir les producteurs, comme Vincent parlait tout à l'heure, parce que je trouve qu'il est important d'informer les gens qui me suivent de ce qu'on mange, d'où ça vient. Je trouve que c'est primordial. La jeunesse de mon blog, c'est j'ai 2 enfants qui ont eu des allergies alimentaires. Donc moi, j'ai lu les listes d'ingrédients et j'ai dit, je veux pas manger comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Et pardon, je me rappelle plus la question que tu avais posée, Kylian, comment je me considère aujourd'hui, comment ça a changé. C'est vrai que ça a beaucoup changé, parce que ce qui était au départ quelque chose qui était partagé par des passionnés, c'était vraiment la passion, la transmission, comme disait Damien, c'est devenu aujourd'hui plus commercial. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était un métier facile, ce que ça n'est pas d'ailleurs. Et voilà, je pense que cet aspect commercial n'existait pas au départ. Merci bien. Damien, dans ce cas-là, 426 000 du temps de 750. Est-ce qu'on maximise le sujet quand on tient un truc comme 750 grammes, où on essaye de faire de la synthèse d'informations, surtout quand on a été prof et qu'on sait que le discours, on peut aller très très loin finalement dans notre offre de transmission? Est-ce que la politique, ça a plutôt été essayer de synthétiser les choses ou de servir énormément d'informations? Non, malheureusement, 750 grammes est un site gros volume, c'est-à-dire que on trie pas trop les contenus. Alors même si on avait une superbe rédactrice en chef qui s'appelle Pascal Wix. En fait, le site 750 grammes, on a repéré des blogueurs à l'ancienne, des blogueurs de cuisine qui avaient d'énormes compétences. Une dans la cuisine italienne, une dans la cuisine méditerranéenne et une dans la cuisine un peu plutôt branchée parisienne, à Pascal. Et du coup, tant qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher ces personnes, on a plutôt fait du volume, on a plutôt rentré de la recette sans la qualifier vraiment. Et on a laissé les internautes travailler, faire leurs choix et améliorer un petit peu les recettes. Donc on n'était pas un contenu de grande qualité comparé à des blogs comme celui de Anne, par exemple, où il y avait la recette testée, approuvée, avec les photos dans sa cuisine, etc. Et nous, on était un peu un site un peu industriel. Et c'est ce qui a été compliqué d'ailleurs aujourd'hui, parce que nous, moi je fais encore partie du site, mais il a été revendu il y a quelques années à un gros groupe média. Mais ça a été compliqué parce qu'on a vu tous ces blogueurs passionnés avec des qualités de photos, de recettes arriver, qui avaient une véritable expertise et qui étaient hyper concentrés dans des micro-communautés. Et certains blogueurs, et particulièrement Anne, ont dit, mais en fait, on va aussi traiter d'autres sujets, on va agrandir, on va devenir un média, et c'est vraiment une très belle réussite. Et du coup, aujourd'hui, Anne a un média de base, de passion, mais très qualitatif. Et en fait, je pense que les gros sites industriels ne peuvent pas lutter contre cette qualité. Mais tant mieux. Moi, je me félicite d'avoir des gens qui produisent du contenu de qualité. Et c'est génial. Et heureusement qu'ils sont là. Et heureusement qu'on n'a pas que des sites industriels, parce que ça serait un peu des sites gâteaux yaourt et fondant au chocolat. Et en fait, moi, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'organiser pendant quelques années un salon du blog culinaire. Et j'avais la France entière, voire l'Europe qui débarquait. On était à peu près 200, 300 blogueurs et qui venaient témoigner de leur passion
et de leur savoir-faire. On a vécu des moments de cuisine juste exceptionnels, juste C'était extraordinaires. génial. C'était extraordinaire. T'as pas l'impression que 750, comme d'autres supports médiatiques et sur Internet, ont été une forme de contre-pouvoir pour les écoles hôtelières et l'offre de formation directe qui existe dans les écoles hôtelières? Je te demande ça en tant Pas que du prof. tout. Non, alors, pas du tout. Enfin, moi, j'étais prof quand j'ai créé 750 grammes et mon frère, j'étais prof. Et jamais dans notre tête, on s'est dit, Enfin, c'est comme les émissions de télé-réalité de cuisine, quoi. Elles remplaceront jamais les écoles hôtelières. Elles remplaceront jamais la formation. Par contre, dans mes cuisines, parce que j'ai un restaurant, j'ai eu des petits jeunes qui ont débarqué parce que j'avais un peu d'influence, entre guillemets, donc ils étaient contents de faire un stage chez moi. Puis quand ils ont vu la réalité du métier de cuisinier, ils m'ont dit, c'est pas ça ce que je veux faire, moi. C'est pas ça, moi. Je veux pas faire ça. Moi, je veux être influenceur cuisine. Et alors, je leur ai dit, oui, mais tu vois, le métier, ils étaient à l'école hôtelière et tout. Hein. Et j'ai dit, mais tu sais, non, mais dis, moi, je sais pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux être influenceur cuisine. Il y a des années, des gamins, ils voulaient être footballeurs, et maintenant, ils veulent être influenceurs. Bon, c'est un peu ça. Et je lui dis, mais oui, d'accord, mais si tu veux influencer quelqu'un, il faut que tu racontes quelque chose, parce que si t'es une coquille vide, et que tu sais pas éplucher une carotte, et tu sais pas tenir un couteau, et tu vas te couper chaque fois que tu vas tenir un couteau, c'est un peu con, quoi. Et du coup, en fait, je pense que pour influencer, il faut avoir un peu de culture et c'est ce qu'on critique un petit peu, c'est qu'on voit débarquer des gens qui n'ont aucune culture et qui pensent que c'est un métier facile et que voilà, on va raconter 2-3 histoires, mais en fait, le plus souvent, c'est un grand vide, c'est un vide intergalactique, il n'y a rien derrière, quoi. Et moi, quand je regarde des influenceurs comme ça, je me fais chier, en fait. Merci Damien. Emmanuel, désolé Emmanuel, à chaque fois j'ai donné une forme de pédigré, donc 1,5 million au niveau des followers pour l'émission, et la revue, on en reparle dans quelques années du nombre d'abonnés. J'en suis pas encore à 1,5 million, Voilà, malheureusement. elle vient de naître, c'est normal. Toi, tu as accepté de prendre le titre d'influenceuse tout de suite. Tu estimes donc que tu apportes une opinion personnelle. Tu te mobilises pour quel sujet finalement dans ton acte de transmettre, de prescriptrice? Quels sont les sujets sur lesquels tu estimes que tu offres une opinion personnelle sur les réseaux? C'est-à-dire que moi, à l'origine, C'est meilleur quand c'est bon, c'était une émission, des vidéos de conseils de restaurants. J'étais un guide de restaurant, c'est comme ça que c'est né, sans se penser comme tel, parce que jamais je me suis dit, quand on a commencé avec Mathieu Pansard les vidéos, j'étais journaliste pour la presse écrite et lui réalisateur pour la télévision, jamais on s'est dit que ça allait devenir ce que c'est devenu. Donc on faisait ça, en fait c'est né d'un refus d'une rédaction de chroniquer un restaurant que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai dit, puisque c'est ça, on va le faire en vidéo. Et puis c'est quand même l'intérêt aussi des réseaux sociaux qui sont critiquables et à la fois aussi des avantages, c'est que tout le monde peut s'exprimer. À la télévision, il faut passer par toute une hiérarchie, on est accepté ou pas. Là, n'importe quelle personne peut se lancer. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses sans intérêt. Puis il y a aussi des talents qui émergent. Donc nous, ça a commencé comme ça. Donc le rôle que je me donne, c'est de donner des bonnes adresses, tout simplement, à mes abonnés, en fait. Après, ça s'est diversifié parce que pendant le confinement, on s'est mis à faire des recettes parce qu'on était au chômage technique étant donné que tous les restaurants étaient fermés. Et puis les abonnés ont dit, ah ben non, mais on veut garder les recettes. Alors on a dit, ok, on continue les vidéos de recettes et les vidéos de restaurants. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'autres ambitions que de donner des bonnes adresses en France, celles les restaurateurs en qui je crois et qui sont pas forcément les grands chefs. On m'a dit pourquoi. J'ai dit, c'est pas que je les aime pas, parce qu'au contraire, ils font un très grand travail de défense de la gastronomie, mais ils n'ont pas besoin de moi. Et quand j'étais journaliste pour le magazine Saveur et que je parcourais la France, je croisais des petites auberges à la campagne et on disait, mais on parle jamais de nous, on parle toujours de tel et tel chef que je ne nomme pas. Et je dis, oui, parce que vous n'avez pas d'attaché de presse, parce qu'on ne vous connaît pas. Non, ils n'ont pas les moyens, la capacité, le temps et tout ça. Et donc j'ai voulu mettre en avant ces tables, un, parce que je les aimais, et deux, parce que c'est aussi là qu'on va manger le dimanche. C'est pas toujours dans les étoilés ou les restaurants branchés. En fait, vous voyez, il y avait les restaurants qu'on chroniquait dans la presse, qui étaient souvent donc les nouveaux restaurants sur les toits de Paris avec des cocktails. Et puis après, nous, mes confrères aussi, on allait manger dans le restaurant, le bistrot du coin. Et je me suis dit, pourquoi c'est pas lui dont on parle alors que c'est celui où nous on va le samedi soir. Donc voilà, c'est né un peu de cette envie de pouvoir chroniquer les restaurants que je voulais. Et alors, ça a un petit peu évolué parce que, comme tu disais, maintenant il y a une revue, il y a eu des livres, et dans la revue, c'est la continuité en fait des vidéos. Et ce que j'essaye, c'est de répondre un peu plus amplement aux remarques qu'on peut me faire en commentaire. Et par exemple, la revue qui va sortir le 30 novembre, on était allé filmer le Fort des Rousses, qui est un magnifique fort d'affinage du comté.
Et quand j'avais travaillé pour Paris Match sur les agriculteurs heureux, les agriculteurs de la filière de Comté en faisaient partie. Donc on a fait cette vidéo et il y a eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit non mais attention, la filière Comté elle n'est pas forcément très vertueuse, il y a aussi des choses... Je me suis dit ah oui, mais ça je peux pas l'expliquer en vidéo. Donc après la revue, on va plus loin, on fait des enquêtes et on répond et on essaie de comprendre qu'est-ce qui était vertueux et qu'est-ce qui ne l'était pas. Mais les vidéos, voilà, c'est meilleur quand c'est bon. Pour moi, c'est donner des bonnes adresses. Donner des bonnes adresses, donc tu te sens prescriptrice. Est-ce que tu estimes finalement que tu as de l'autorité sur le public qui te suit ? Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué parce qu'on me dit oui, mais enfin, moi les adresses que je défends, je dis pas qu'elles sont extraordinaires, elles me ressemblent et je les aime et je les défends à 100%. Parfois des internautes me disent j'ai pas du tout aimé. Très bien, vous n'avez pas aimé, moi j'adore. Ça je réponds ça. Mais évidemment que là on a filmé une crêperie, la dame avait très peu de clients. J'ai dit elle est vraiment extraordinaire, donc je vais aller la filmer. Et à présent il y a tellement de monde qu'elle est obligée de fermer le soir parce qu'elle n'arrive plus à faire assez de pâtes à crêpes pour le service du midi et du soir. Donc elle est ravie. Mais donc oui, pour répondre à ta question, en effet. C'est pas mal comme solution pour les ministères de l'économie qui cherchent toujours des leviers pour relancer une forme. Non mais honnêtement, en toute humilité, quand on va filmer un restaurant, il y a des réservations qui suivent. Hein, oui. Et derrière des coups, la notion de bonne adresse, est-ce que tu es indépendante pour définir ce qu'est une bonne adresse ? Oui, voilà. Je disais, c'est comme les critiques de cinéma. On suit parfois un tel parce qu'on sait que c'est ses goûts, on aime ses goûts de film. Moi, je suis complètement indépendante. Jamais. Il y a beaucoup de restaurateurs qui m'appellent et qui me disent comment on peut faire un partenariat ensemble. Ça, c'est la ligne rouge qu'on ne dépasse jamais. Bien sûr, on fait des partenariats puisque au départ, c'était une activité annexe et puis maintenant, on a arrêté la presse écrite et la télé. Et pour Mathieu. Et donc, les partenariats qu'on fait, c'est uniquement avec les régions ou les villes. Et ça a même été un petit peu compliqué au début. La première qu'on a faite, c'était avec la métropole lilloise, qui me disait non, mais il faut que vous alliez filmer tel chef. Et en l'occurrence, le plus connu, Florent Laden, que j'adore. Et j'ai dit, mais non, parce que vous voyez, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Pourquoi moi je vais... Enfin, si vous faites appel à C'est meilleur quand c'est bon, c'est précisément pour qu'on vous trouve des petites adresses que personne ne connaît. Mais ça a mis du temps et j'ai dit, faites-moi confiance. Vous êtes un territoire, vous voulez valoriser ce territoire au plus grand nombre. On a 1,5 million d'abonnés. On va le faire, mais à notre manière. Donc ils ont accepté, ils étaient ravis parce que je peux vous dire que là aussi, les petits restaurants qu'on a filmés, ça les a valorisés. Et puis ça a montré l'île d'une autre manière. Donc maintenant, j'arrive à faire comprendre ça aux régions, aux collectivités en général, en disant je viens sur votre territoire mais vous me laissez libre de faire comme je veux et bon bah maintenant ça y est, on a assez d'ancienneté pour que ça soit accepté. Merci. Je vais juste vous lire 4 petites actualités que j'ai trouvées sur Internet concernant des gens qui travaillent dans votre domaine. 2019, Prison Bread, Danny, détenu, influenceur culinaire, avec des tranches de cake industriel aplaties au rouleau en guise de pâte à crêpes ou de pâte à tarte. Il fait des tartes au chocolat, il a un slogan depuis sa cellule, hein, avec rien on fait tout. Il se débrouille et il arrive à avoir un certain nombre de followers. 2023, une influenceuse végane est retrouvée décédée. Elle meurt quasiment en direct pour paraître, adepte d'un régime crudivore. Elle avait 39 ans. Elle a montré ses jambes qui enflaient, les blessures sur son corps, les carences, et refusé de se soigner afin d'être sûre d'avoir de l'audience. En 2022, le ministère public requiert 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende pour un influenceur soupçonné d'escroquerie. Et en 2014, une blogueuse, influenceuse condamnée en justice pour avoir critiqué un restaurant sur le web. Alors, j'ai envie de vous dire, à travers tout ça, est-ce que vous avez aussi, vous, vécu des moments difficiles ? Est-ce qu'on vous a finalement, quelquefois, apporté un jugement négatif qui risquait d'être nuisible ? Est-ce qu'on vous a censuré, quelquefois, dans vos propos, tous les trois ? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, dans vos activités ? Tous les trois. Pas Léa, je suis désolé. Alors je commence, je sais pas. Non, alors évidemment, il y a des commentaires parfois un peu désagréables, mais je trouve qu'au regard de notre audience, il n'y en a pas tant que ça. Quand j'entends des jeunes qui sont harcelés sur les réseaux et tout, bon, d'abord, moi j'ai 50 ans, hein, donc on peut me dire, ah, t'as vu la tronche qu'elle a, ça me fait pas grand-chose. Vous voyez, il peut y avoir des commentaires comme ça. Peut-être davantage au début, mais bon. Et puis, non, il y a très peu de... Je trouve le ratio, ça va. Et puis, non, j'ai pas eu de... On n'a jamais envoyé d'internautes dans des restaurants où après ils sont repartis à l'hôpital. Donc, non, on n'a pas eu d'anecdotes comme ça un peu. Mais évidemment, c'est un peu le... Ça peut être un peu les dérives de l'influence, quoi, enfin, des réseaux sociaux, mais ça, voilà. Il a allumé, pardon. Non, moi jamais. Enfin, c'est un mot qui est très à la mode, mais les gens sont plutôt bienveillants et sympas. Et c'est vrai que quand je parle d'un restaurant de la même façon, c'est là où on se rend le mieux compte finalement de
la pseudo-influence qu'on peut avoir. Enfin, c'est vraiment un mot que j'aime pas, mais enfin, je le dis quand même. Quand le restaurateur, ou la fois d'après, vous y retournez et il vous dit « tu m'as rempli la moitié de ma salle » ou des choses comme ça. Donc, mais en fait, il y a une confiance qui se crée avec les gens qui vous lisent. Et cette confiance, elle se construit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ce que vous publiez. Et c'est ça qui fait que finalement, les gens, ils vous considèrent comme une copine, la girls next door, et ont confiance et suivent vos recommandations quand vous en faites. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est que tous les trois, on est des passionnés. Et tous les trois, on parle des gens qu'on aime, en fait, et juste des gens qu'on aime. Et je pense que si on faisait un billet sur McDo et Coca, les deux boîtes écologiques, je pense qu'on pourrait prendre un bad buzz, je pense. On pourrait prendre un énorme bad buzz. Et aujourd'hui, on le fait pas, quoi, parce que c'est pas notre ADN. Mais moi, je pense qu'effectivement, dans nos communautés, les gens sont plutôt ultra bienveillants. Bon, il y a quelques abrutis quand même, hein, mais c'est plutôt rare, au final. En fait, c'est les sujets qui peuvent être clivants, comme les véganes, comme le foie gras. Enfin, il y a des thématiques, on sait qu'elles sont clivantes, et là où on a des risques de prendre des commentaires pas très agréables, mais ça fait rien, on en parle quand même. Et enfin, encore, moi, j'en parle quand même. Ouais, moi aussi. Et encore, je me souviens d'une vidéo qu'on a faite dans l'Aveyron, je crois, où on était dans un bureau, on allait caresser les vaches, puis après on les mangeait puisque c'était de l'élevage et que c'était voilà. Mais c'était pas celle qu'on avait caressée. Mais enfin, il y a eu quelques personnes qui m'ont dit vous allez caresser les vaches, vous les mangez, c'est affreux. Et donc dans une autre vidéo, Bidoche, c'est une boucherie restaurant à Paris, j'ai fait un coup de gueule en disant oui, je mange de la viande mais parce que c'est de la viande bien élevée, etc., etc. Et quand il a posé la caméra, Mathieu m'a dit oh là là, on va se prendre une volée de mauvais commentaires. J'ai dit mais c'est pas grave. Et en fait, il n'y en a pas eu un seul. Les véganes n'ont rien dit parce que j'ai dit voilà, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité, l'agriculture, l'élevage. C'est comme ça que les sociétés sont. Enfin, j'ai accompagné, comme tu disais tout à l'heure, de connaissances. En fait, je balance pas n'importe quoi, donc j'ai justifié mon choix. Et j'avais parlé avec des éleveurs de Brest qui avaient fait un film pareil. On voyait les poulets de Brest courir, puis après on les mangeait, mais il n'y avait pas de commentaires. Et là, les véganes ont attaqué en disant salopard. Et j'ai dit mais ne mettez pas des images, mettez aussi de l'information, mettez du discours. Parce que moi, vraiment, j'ai pas eu un commentaire négatif. Cette vidéo a fait 15 millions de vues, Bidoche, et personne n'a rien dit sur le fait que je dise oui, je mange de la viande, je continuerai à manger. Le jour où il n'y aura plus que des élevages industriels, j'arrêterai, mais pour l'instant, je continue. Silence radio. Ne faisons pas de caricature en disant les véganes, mais des véganes, parce que une minorité. Voilà, tous les véganes n'ont pas le même sens commun des choses. Ce qui est incroyable dans l'influence, c'est que, je sais pas, en France, il y a peut-être 0,5% de véganes. Enfin, je sais pas si mes chiffres sont parfaits, mais et qui sont légitimes. Hein. Franchement, moi, j'ai absolument aucune haine contre eux. Et s'ils sont là, c'est qu'on a quand même un peu abusé sur les productions et qu'on a fait un peu n'importe quoi. Donc, je les respecte énormément. Et quand j'en ai au restaurant, je les choisis. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'influence, c'est des chambres d'écho extraordinaires. On a l'impression qu'on est 30% de véganes en France. Et quand on regarde la réalité des chiffres, mais l'influence, ça peut être aussi un écho parfois ultra positif comme ultra négatif. Et dans le cadre des véganes, ce qui est extraordinaire pour eux, c'est qu'ils ont une chambre d'amplification extraordinaire, quoi. Oui, mais d'ailleurs, les amateurs de viande m'ont dit merci de nous défendre parce que finalement, on ne parle que des véganes et on attaque les viandards. Et donc là, dans cette vidéo, vous nous défendez, ça fait du bien parce que effectivement, puis là, comme ils sont nombreux, la vidéo a été beaucoup vue. Mais voilà, effectivement, ils sont peu nombreux, mais c'est eux qui jetaient des pavés dans les boucheries. On va revenir à notre sujet et on va laisser le monde carné de côté. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent ? Bien sûr, Vincent, merci. Arrête de nous tourner le dos dans ce cas-là. Juste, je voulais revenir sur la communauté qui vous suit, que vous accompagnez peut-être sur des forums de discussion, pour utiliser des termes qu'on avait du temps des blogs, ou sur d'autres plateformes qui permettent d'avoir un espace de discussion, un espace social, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes au fil de l'eau connus. Comme disait le célèbre philosophe, on est tous connus dans notre trou plus loin. Hein. Patrick Bruel, dans C'est la vie, en 99. Vous êtes connus soit sur votre réseau, soit en croisant les gens dans la rue pour ceux qui ont des supports médiatiques beaucoup plus larges.
Comment vous gérez finalement cette notoriété ? Est-ce qu'au moment de choisir les sujets que vous envisagez de valoriser, en moment des prises d'opinion, vous vous dites avant tout, il faut que je tienne mon discours sur le produit, sur mon média ou sur moi ? Je sais que le sur moi, vous n'allez pas le dire, vous êtes trop humble pour ça. Mais comment vous gérez finalement cette notoriété tous les trois ? Écoutez, moi, on me dit bonjour dans la rue. Là, tout à l'heure, on m'arrête, on me dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Dans le TGV aussi, je dis c'est formidable. On entame la discussion, on échange sur plein de trucs, puis voilà. Je me suis pas encore fait entarter comme BHL, donc pour l'instant tout va bien. Je n'ai il y a peut-être des personnes qui me détestent, mais ils viennent pas me le dire. Donc ceux qui viennent me voir, ils me disent c'est formidable ce que vous faites. Donc je le vis plutôt bien, ouais. Oui, de la même façon, moi je gère rien. Voilà, il y a quelques gens aussi qui me reconnaissent, même si je me montre peu. Et voilà, et c'est sympa, c'est toujours... voilà, j'ai encore vu quelqu'un tout à l'heure dans la salle qui m'a dit, j'ai fait un CAP cuisine, enfin, c'est toi qui as été le déclencheur. Enfin, c'est chouette. Ça fait quoi. plaisir. Voilà, ça fait plaisir, c'est tout. Chef Oui, idem, on reçoit avec... Ça change pas nos vies, quoi. Ouais, avec même un peu de fierté, on se dit c'est cool, quoi. Et puis c'est toujours bienveillant, et puis c'est... Moi, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est j'ai appris à cuisiner avec vous. Moi, ça va, j'ai mon salaire, en fait. Je vais titiller Damien, alors, parce que les deux personnes à ma droite ont gardé soit leur nom, soit le nom du site internet, qui est quelquefois au-delà du nom de l'individu. Pourquoi un intitulé avec chef Damien ? C'était pour donner une forme d'élévation sociale, de rajouter le chef ? Parce qu'à l'époque, il y avait un prof que j'admirais, qui existe toujours, qui s'appelle Chef Simon. Et en fait, moi, je voulais mettre une touche de chef, professionnel, parce que je suis quand même, c'est ma vie, c'est mon métier, etc. Et puis mettre un côté un petit peu cool aussi, un petit peu proche des gens. Donc chef Damien, je trouve que c'était pas mal. Et puis c'est surtout aussi, moi ça fait 20 ans ou 25 ans que je suis dans l'univers là. Et moi j'ai qu'une passion et qu'une obsession, c'est en gros c'est tout le monde peut cuisiner et de manière très simple, pas chère, etc., etc. Et moi quand quelqu'un me dit j'ai appris à faire une omelette avec toi, mais génial, quoi, juste génial, quoi. Et ça me va très bien. Et j'ai pas d'ego de expliquer que je serai un jour étoilé ou 2 étoiles ou 3 étoiles, même si je respecte énormément ces gars, quoi. Mais moi, je préfère quand on voit l'état de la cuisine en France et l'acte culinaire au final qui est pas si pour un pays de la gastronomie qui est pas si développé que ça. Je me dis qu'il y a encore du boulot et on contribue tous à cette table à essayer que les gens cuisinent plus et à montrer une voie, un chemin, quoi, de manière très très simple, quoi. Et sans effectivement... En fait, je pense qu'en France, il y a une surmédiatisation au niveau des chefs et qui cache un peu une misère derrière. Hein. Je suis pas... Et en fait, moi, j'ai vécu... pendant de nombreuses années à Soissons, c'est une ville de 60 000 habitants dans l'Aisne, il n'y a pas de restaurant, il y a 0 restaurant. Vous avez des chaînes, des hippopotamus, des Burger King, quelques kebabs, et il y a un restaurant, mais je parle un routier, hein, un mec qui couvre la boutique et qui fait un bourguignon et qui fait un truc simple, hein, je veux dire des frites maison, enfin je parle pas de... C'est ça un restaurant aussi, hein, surtout, et bien il n'y en a plus. Et donc du coup... on est en train de noyer le poisson avec des émissions, avec des chefs étoilés, des Bocuse d'or, etc., mais qui sont très, très, très beaux. Et j'ai du respect pour tous ces trucs. Mais au final, la cuisine, et je pense que nous les blogueurs, les influenceurs, les gens qui truc, c'est dire, attendez, vous avez vu ce qui se passe ? Vous avez vu, il y a des petites choses qui se passent, et c'est ces petites étincelles qui fait qu'un jour, on ne perdra pas tout ça. Et souvent, on fait des musées. Je faisais un post LinkedIn récemment. On fait des musées de la truffe, mais on s'occupe plus de la production de la truffe. En France, il y a 27 ou 28 musées ou maisons de la truffe. Donc nous, on adore les musées en France. Par contre, la production de truffe est en train de se casser la gueule, quoi. Et on continue à créer des musées. Plus ça se casse la gueule, plus on fait des musées. Et j'espère que les musées de la gastronomie, c'est pas la même chose. Le musée de la gastronomie. Des musées ou des maisons ou des... Juste sur la notion de qu'est-ce qu'un restaurant ou qu'est-ce qui n'est pas un restaurant, je t'invite simplement à revoir la 2e édition des Rencontres François Rabelais, il y a 18 ans, c'était le sujet, donc il faudra qu'on le refasse peut-être. Léa, j'ai envie de les questionner tous les trois sur un sujet, je sais qu'ils sont humbles, ils vont dire non, nous,
le sujet de l'impact de l'audience, nous, ça nous touche pas trop, le nombre de vues, le nombre de followers, c'est pas grand-chose Non, je dirais pour pas nous. ça. Ah bon. Mais dans l'étude, il y a quelque chose qui nous fait apparaître l'intérêt que peuvent porter les influenceurs sur la notion d'audience. Elle n'avait pas préparé sur sa fiche. En fait, cette question, elle revient à s'intéresser à l'écosystème entier de l'influence, parce que souvent on pense à l'influenceur, mais derrière il y a des plateformes, il peut y avoir des marques, il y a beaucoup de choses en fait. Donc oui, l'audience en fait elle est primordiale, parce que si on veut vivre de l'influence aujourd'hui, malheureusement il y a très peu de plateformes qui rémunèrent pour le contenu, à la vue. Il y a YouTube et TikTok, mais bon, ça permet pas de dégager des revenus énormes. Donc effectivement, quand on est dépendant de l'audience pour pouvoir ensuite potentiellement avoir des partenariats de marque et donc gagner de l'argent. Après, sur la façon de l'appréhender, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Sur les entretiens que j'ai eus, la plupart disent qu'ils s'en détachent, que ça définit pas qui ils sont et qu'ils veulent pas être omnubilés en fait par les indicateurs, mais bon, ils existent quand même. Il y a quand même une forme de dépendance en fait à ces indicateurs-là, donc forcément, je pense que ça a un impact. Oui, non, moi je dirais pas. Enfin, par rapport à ta question, je dirais pas ça. Pas uniquement pour des raisons économiques, hein, mais parce que moi, quand je fais une vidéo, plus elle est vue, plus il y a de monde plus elle est virale, plus je suis contente. Ça me fait penser à Barbara. On l'interviewait, la chanteuse, un jour. On lui disait, vous aimez chanter dans les petites salles, vous êtes une chanteuse intello. Elle dit, non, pas du tout. J'aime chanter devant 30 000 personnes. Pourquoi devant 200? Ben voilà. Moi, je préfère que mes vidéos soient vues par 10 millions que par 500 000. Mais évidemment, ça n'influence pas. Je me dis pas, tiens, je vais filmer ça parce que ça va faire des vues. Parce que alors ça, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc ça, c'est sûr que ça n'influence pas de cette manière-là. Et effectivement, plus les vidéos... Alors, il n'y a pas que YouTube et TikTok, il y a Facebook. Et ça, c'est quand même... moi, je rencontre une fois ou deux par an Meta. On a des conseillers. Et en fait, il dit, n'oubliez pas... Enfin, Facebook, peut-être que c'est un réseau social qui est en train de baisser, mais ça reste encore le plus grand réseau social. Et il y a des publicités et une rémunération. Donc évidemment, quand la vidéo est virale, on gagne plus d'argent et peut-être qu'on a plus de sponsors et tout ça, mais c'est surtout que c'est un grand plaisir en fait. On fait une vidéo, on a envie qu'elle soit vue. Quand on fait un livre, on a envie qu'il soit lu. Donc moi, je dirais pas que je m'en fiche du tout. Vu que le nombre de vues est visible par tous, tout de suite les imaginaires des spectateurs, internautes, commencent à imaginer de la monnaie sonnante et trébuchante derrière. Est-ce que vous estimez que tout doit être transparent de votre activité, que ça soit non seulement le revenu, mais aussi les gratuités, les produits qui peuvent être amenés? Moi, il n'y a pas de gratuité. En fait, je paye mes restaurants, donc ça, c'est une ligne qu'on s'est imposée depuis le début. Et puis parfois, effectivement, alors par exemple, on nous offre des plats. Alors, comme il y a l'addition, on nous dit, ah, mais le plat que vous avez mangé, là, la deuxième entrée, elle est offerte. Oui, elle est offerte. Parce que maintenant, les restaurateurs, ils sont contents. Et alors, j'assume totalement. On nous a offert le café, effectivement. Donc oui, je réponds, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est pas pour ça qu'on nous a acheté. Si on est là, c'est que déjà, on aime ce restaurant. Parce que moi, je teste les restaurants avant. Et si j'y vais, je fais pas de critiques positives ou négatives. Donc, ça change un peu aussi la donne. Et puisqu'on est prescripteur de bonnes adresses. Et puis, parfois, hier, on m'a offert un panettone. Je l'ai goûté. Je me suis dit, tiens, oui, peut-être que j'en parlerai parce qu'il est bon. Mais s'il n'avait pas été bon, j'en parle pas pour autant. Donc, c'est pas un sujet, en fait, tout ça. D'accord. Pour moi. Anne, la transparence, elle s'arrête où? Elle s'arrête à combien on gagne. Mais sinon, je trouve qu'il est normal de prévenir les internautes quand on travaille pour une marque, par exemple. Enfin, moi, les billets où j'ai pu écrire... Enfin, j'en fais pas beaucoup, mais quand je travaille, je sais pas, pour les pêcheurs de Bretagne, que je fais une recette avec un poisson, les internautes, ce qui les intéresse, c'est que la recette soit bonne. Le reste, ils s'en fichent un peu, quoi. Donc, que le billet soit marqué... moi, je le note toujours. De toute façon, c'est obligatoire maintenant. Recette créée pour ou collaboration commerciale. Maintenant, c'est le terme qu'il faut noter. Mais moi, mes lecteurs, ils s'en fichent... Oui, parce que ce qui les intéresse, c'est que la recette, elle marche. Qu'elle soit faite pour Tartampion ou pour autre chose, c'est pareil. Après, sachant que je ne vais pas faire une recette pour McDo ou Coca-Cola. Il y a des privilégiés, Damien, dans le domaine des... Non, mais je trouve qu'on est dans le domaine de la confiance, c'est-à-dire que la transparence à tout prix, je veux dire, on n'a pas besoin, je pense, d'expliquer qu'on s'est fait offrir le café, quoi, parce que moi, j'ouvre souvent le café à mes clients. Et je pense qu'effectivement, tous les trois, aujourd'hui, on est dans le domaine de la confiance avec les gens qui nous suivent à 99%.
Et peut-être qu'il y a 1% des gens, un peu des haters, qui vont nous demander de nous justifier, etc. Mais je crois qu'il faut surtout pas se justifier, il ne faut même pas leur répondre, quoi. Puis moi, je suis un peu dans une phase un peu... j'ai fait un burn-out numérique après le Covid. Et j'ai tout arrêté, en fait. J'ai éteint la lumière dans mon restaurant. J'ai mis le téléphone à la poubelle. Il n'y a plus de téléphone. J'ai arrêté les réservations. J'ai un site internet, il est pourri, où il y a marqué pas de réservation, pas de coca et pas de burger. Et j'essaie d'être le plus désagréable possible avec les gens qui ne me conviennent pas. Et quelqu'un me demande un truc que j'aime pas, je dis sortez du restaurant, je préfère vous quitter le restaurant. Et en fait, bizarrement, en arrêtant tout, parce que tous les syndicats hôteliers disaient il faut communiquer, il faut numériser, il faut digitaliser, il faut instagramiser, etc. Mais j'ai tout arrêté, j'ai plus d'Instagram, etc. Et en fait, ça permet aussi de se reconcentrer sur son métier, refaire kiffer les clients. Et mon restaurant, il n'a jamais été aussi plein qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que ça relativise un petit peu l'influence. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir d'un restaurant où il y avait, je sais pas quoi, un guide type fooding qui disait meilleur bistrot de Paris, etc. Et puis j'y vais, c'était très bon, franchement. Et puis, le jour où j'y vais, le restaurant était un peu vide quand même, il était aux 3/4 vide, parce que les prix étaient quand même, ils tartinaient un peu à midi. Et puis le gars, je lui dis, mais écoute, c'est super bien ce que tu fais, c'est génial, etc. Parce que les confrères, je suis vraiment... je prends toujours des choses intéressantes, j'apprends. Et du coup, le restaurant est vide, je lui dis, mais il n'y a pas grand monde. Non, mais c'est très très calme. Mais il me dit, j'attends un article d'à la table pour redémarrer. Et là, tu te dis, putain, on est dans la merde. Parce que... et en fait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est comme la fourchette, vous savez, les sites qui volent les restaurateurs en prenant 2 € par réservation. C'est-à-dire que souvent, les mecs, ils sont sous perf en disant on a trop investi dans un concept, on crée un concept, on met beaucoup d'argent dans le concept, on regarde pas le loyer, etc., etc. Et on se dit, bon là, il faut qu'il y ait des journalistes, il faut qu'il y ait des influenceurs, etc. Puis on va prendre la fourchette parce qu'on aura une réduction de 10% parce que du lundi au mercredi, etc. Et au final, le restaurant, il va planter parce que l'ADN d'un restaurant, c'est de faire à manger et de bien s'occuper de ses clients avec un très bon rapport qualité-prix. Et donc, en fait, l'influence, ça peut être fantastique, hein, ça peut aider à démarrer, ça peut aider à... La crêpière, là, c'est extraordinaire, quoi. Juste, elle fait bien son boulot, elle a peut-être pas l'emplacement parfait. Tu fais un billet, ça, elle est mal placée. Elle était très mal placée. Parce que normalement, moi, je ne connais pas un bon restaurant qui n'ait pas sa clientèle. Tous les bons restaurants qu'on filme, en général, ils nous ont pas attendus pour... Alors après, ça augmente la clientèle ou ça la modifie. Il dit, on a des plus jeunes, etc. Mais en général, un bon restaurant, il a sa clientèle. Et ça faisait 1 an, mais elle est mal placée. Et donc, voilà. Génial, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, oui, l'influence, mais relativisons aussi le truc en disant... produisons un contenu intéressant, passionnant, pédagogique, didactique. Et là, je trouve qu'on a une vraie influence positive, en fait. Hein, et on n'est pas l'influenceur de Dubaï qui a forte poitrine. Je reviens sur l'intitulé, finalement. Qu'est-ce qu'un influenceur de départ? Avec ce problème d'extensibilité de l'ère d'influence. T'as un verre qui t'a été rempli exprès, si tu veux, normalement. J'ai une belle sœur. Elle adore pâtisser, alors que c'est pas son métier, une ménagère. Et elle adore pâtisser avec une cousine qui habite plus loin et une copine un petit peu plus loin. Et ça a commencé il y a de nombreuses années. Elles ont utilisé comme réseau social pour se montrer la meilleure tarte au chocolat et la meilleure tarte au citron. Un réseau social à la mode à ce moment-là, Facebook. Petit à petit, il y a des copines qui sont venues se greffer. Elles ont fait des challenges de celles qui feraient la plus belle recette. Ça a créé une communauté de copines. Est-ce que l'une d'entre elles est devenue influenceuse? Il y a un jardinier au coin de la rue, là-bas, dans le jardin qui est à côté de chez moi. Chaque fois que j'y vais, il m'explique les plantations, il m'apprend des choses. Est-ce qu'il m'influence finalement à suivre ses conseils pour faire mes courses? Est-ce qu'un lanceur d'alerte, tout à l'heure, la table ronde d'avant, avec l'ONG, était un lanceur d'alerte? Est-ce que c'est un influenceur? Etc. etc. Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit un jeune dynamique à Dubaï ou ailleurs, ou moins jeune, qui soit la définition d'un influenceur? Et est-ce que les profs, par exemple, présents ici, quelle que soit leur discipline, sont des influenceurs vis-à-vis d'individus
individus. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est tous influenceurs ou pas? Est-ce qu'il y a une notion pédagogique derrière le fait d'être influenceur? Je rappelle qu'un pédagogue, l'esclave sous l'Antiquité, c'était l'esclave qui emmenait les enfants à l'école, à pied, d'où péda, donc on guide vers le savoir quand on fait de la pédagogie. Est-ce qu'on est tous influenceurs dans notre quotidien, quel que soit notre métier? Je pense qu'on est tous influenceurs et influencés, parce qu'on est social, on est des êtres humains, on discute, donc on suit des avis et on en donne. Donc je pense que c'est pour ça. Oui, à niveau de recherche, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde social sans influence. On est amené à imiter ce que font nos parents, ce qu'on voit dans les médias, dans les séries, etc. Et le problème de ce terme aussi influenceur, c'est qu'il invisibilise toutes les autres formes d'influence. Ça peut être justement celle des médias, etc. Donc oui, on est influenceur et on est influencé, effectivement. Rien à rajouter. Bien, très bien. Non plus. Alors, je pensais que l'un d'entre vous allait quand même me dire que ce qu'on entend par influenceur, c'est quand même une terminologie un peu à la mode. Est-ce que pour être influenceur, il faut être justement dans le move, ou est-ce qu'on peut être influenceur et has-been? Déjà, ça dépend ce qu'on appelle has-been. Moi, je dis toujours je suis une vieille influenceuse, puisque maintenant, je suis plus journaliste. On me dit, donc, la grande question qu'on me pose toujours, est-ce que vous êtes une influenceuse? Alors, on imagine qu'ils sont jeunes, à Dubaï. Moi, j'habite en France et je suis vieille. Et donc, et j'influence quand même. Donc, je sais pas, en fait. Effectivement, si tu prends le terme influenceur comme on le pense sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des jeunes, parce que de toute manière, c'est les jeunes qui sont emparés des réseaux sociaux. Mais le terme l'influence, ça existe dans le dictionnaire, comme Léa l'a rappelé, ou Anne. Donc, j'avoue que je sèche. Moi, je suis à Bordeaux, alors je suis en province. Donc, tu n'es pas influenceuse, c'est pas possible. Je suis pas influenceuse, c'est pas possible. Non, mais l'influence, c'est un rapport avec l'ego aussi. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'être importants dans notre vie, on a tous envie de dire que nos idées sont incroyables et que notre métier est incroyable. Et donc, comme on a envie de laisser une trace sur Terre, bon, on laisse rien du tout, mais on se dit qu'on va essayer d'influencer. C'est comme une religion un peu. On va essayer dans sa passion d'essayer de faire bouger un tout petit peu les choses. Mais je pense qu'on a tous les trois l'âge de raison qui se dit qu'au final, on a vu, peut-être qu'à 20 ans, on y croyait à mort, et maintenant qu'aujourd'hui, on a tous 50 balais, on se dit, bon, au final, c'est cool, on vit notre métier, on est reconnu de temps en temps dans la rue par des gens sympas, et on se dit, bon, ben c'est cool, hein. Puis surtout, j'insiste, on ne parle que de passion, de gens qu'on aime, etc. C'est quand même fabuleux, quoi. L'imaginaire, aujourd'hui, des internautes, il se tourne comment sur la notion d'influenceur? Est-ce que les gens idolâtrent ou structurent finalement une image d'Épinal de l'influenceur? Ouais, alors ça c'est une question qui est compliquée. Ça dépend beaucoup des classes d'âge. Moi j'avais fait parce que je trouve que ce qui est intéressant c'est vraiment le traitement médiatique dans l'importance qu'il a de nous donner des images et du coup des représentations. Avant de commencer ma thèse, je m'étais intéressée à 6 journaux, donc Le Monde, Libé, Mediapart, Figaro, Courrier International et j'en oubliais un, Le Point. Et j'avais été regarder en fait comment on traitait l'influence et le terme influenceur qui revenait aussi dans ces journaux-là. Alors déjà, le terme créateur de contenu ne revient jamais, hein, c'est toujours influenceur. Et il y avait 5 thèmes principaux qui ressortaient. Il y avait la question de l'instrumentalisation par les marques des influenceurs, le manque d'encadrement, la notion d'éthique aussi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, on pourra revenir sur cette question-là peut-être après, sur l'éthique des influenceurs, la question des revenus. Alors ça, les médias adorent parler des revenus des influenceurs, combien ils gagnent, etc. Et puis la question de la mise en scène de soi. Donc, tout le côté comment on va se mettre en scène, etc. La notion de réalité ou pas. Et en fait, tout ça, c'était toujours tourné de façon très péjorative. Donc déjà, ça nous donne une image assez précise de ce que peuvent être les influenceurs. Au-delà de ça, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, parce que je m'intéresse à la réception des discours d'influenceurs chez les jeunes, donc collégiens et lycéens.
Et en fait, on voit qu'il y a une forme de méfiance, mais qui, je pense, est due au traitement médiatique, justement, et au discours des parents, qui ont très peur, en fait, de l'influence des influenceurs sur leurs enfants. Donc, eux-mêmes ont quand même un peu de recul par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. Et à côté de ça, par contre, c'est vraiment des carrières qu'ils envisagent aujourd'hui. En réalité, ça les intéresse beaucoup et ils ont très bien compris l'aspect, les compétences audiovisuelles en tout cas qu'il faut. Et c'est ça qui les intéresse finalement. C'est le côté photographie, montage, tout le monde numérique qui les attire là-dedans. Oui, ça fait rêver. Moi, j'ai beaucoup de mails de messages de jeunes femmes, hein, c'est principalement des jeunes femmes, qui me disent « Mais comment t'as fait ? Moi, je veux être influenceuse, je veux faire... je veux laisser mon travail. » Quand il y en a qui bossent, je leur dis « Non, mais arrêtez tout, quoi. Enfin, ne laissez pas votre boulot. C'est pas magique, quoi. On n'est pas Harry Potter. Faut travailler, quoi. Et ça, ils comprennent pas toujours, quoi. Ça semble... Le traitement médiatique, en effet... Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, on poste un truc et ça y est, mais ok, on le poste, mais il faut qu'il soit lu par des gens et c'est là qu'il y a une grosse problématique. Enfin, c'est tout. Enfin, voilà, faut construire sa communauté, construire son audience. Et puis on parle de carrière longue. On parle de carrière longue parce que nous, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on est passionné par le sujet et qu'on bosse le sujet, et qu'on adore aller bouffer au restaurant, qu'on adore rencontrer des gens, qu'on adore boire des bonnes quilles de temps en temps. Et ce qui fait qu'on a une culture générale dans la matière de bouffe qui est pas trop mal, quoi. Donc, au final, on peut nourrir nos contenus et chaque fois qu'on fait un contenu, il est quand même intéressant, il a du fond, il a du sens, etc., quoi. Et moi, c'est deux gamins qui sont rentrés dans mes cuisines en me disant on veut aller chez Chef Damien parce qu'on veut être influenceur. Je peux vous dire qu'au bout de 2 jours de cuisine, ils m'ont dit « mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Hein. Nous, on veut juste être de l'autre côté de la caméra et goûter les gâteaux en disant « c'est bon ». Et là, je me suis dit « ouais, mais tu vas avoir un souci parce que si tu veux faire une recette de cuisine, si tu montres comment on monte des blancs en neige, il va falloir quand même que tu tiennes le fouet dans le bon sens et que tu mettes le sucre au bon moment, sinon ça va pas monter. » Et en fait, il y a... J'ai peur, mais c'est la jeunesse en fait, parce que avant ils voulaient être footballeurs, etc., Maintenant ils veulent être influenceurs. J'ai peur que j'étais sûrement pareil il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines d'années, qu'en fait ils se disent ça va être facile et en fait la phase de travail et la mine on l'a connue, Anne. Oui. Tu te rappelles? C'est-à-dire qu'on a ramé, on a produit du contenu, c'est 7 sur 7, quoi. On a bossé pendant 20 ou 30 ans ou 40 ans pour arriver à être là et avoir aujourd'hui quelque chose qui ressemble à un blog, à un site, etc. Et aujourd'hui, je pense comme ils voient un petit peu le traitement médiatique est parfois négatif, effectivement, mais il y a le côté star, etc. Ils se disent, mais oui, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas gagner 100 000 € par mois comme Cyprien ou je sais pas quoi, et donc ils se disent ouais, on y va, quoi. Je ne ferai pas autant de sectarisme générationnel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se lancent sur ce type d'activité qui sont assez jeunes et qui offrent des prestations quand même assez sympathiques. Je ne pense pas qu'il faille avoir nos 30 années d'expérience pro pour pouvoir justifier d'un savoir-faire, tu vois. Hein, d'ailleurs, regarde, tu t'es lancé très très vite en tant que prof, que je sache. Oui, alors bien sûr, mais quand je suis devenu prof, j'avais 27 ans, j'avais un parcours en étoilé Michelin, j'avais 7-8 ans de cuisine, j'avais une école hôtelière de Bordeaux classique, et j'avais quand même des bases, mais on peut démarrer tôt. Il y a des profs de cuisine qui démarrent tôt, hein, qui ont fait 2 stages dans leur vie et qui sont profs de cuisine. Je peux vous dire que si le mec il se remet pas en question et s'il va pas chez les professionnels, etc., il continue pas à se former, ça sera pas un bon prof, ça sera pas un bon prof de cuisine, c'est pas vrai, malgré ce que croit l'éducation nationale. Et par contre, moi quand je suis rentré à 27 ans dans la prof et comme on a pas mal de vacances en truc, j'ai continué à me former, aller faire des stages 2-3 fois par an dans des établissements pour faire une formation continue. Et en fait, je ne suis pas anti-jeune, bien évidemment. Il y a des jeunes qui font très très bien le truc, mais ils bossent derrière. Ils bossent, ils préparent. Il y a énormément de travail, en fait. Et peut-être on peut ajouter, nous, on a eu peut-être plus de temps, en fait.
Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Nous, on a eu le temps d'apprendre des choses, alors que maintenant, il faut être bon tout de suite, quoi. Je pense que le rapport au temps, il a changé. Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. On parlait des communautés qui vous suivent, les unes comme les autres. Aujourd'hui, on vous pose des questions sur votre intimité, sur votre vie personnelle. On essaye de rentrer par le biais des forums, des discussions, des personnes qui vous envoient des mails ou des chats pour essayer de savoir justement comment vous en êtes arrivé là. Ça, c'est encore une question qui peut être acceptable, voire des questions beaucoup plus saugrenues et désagréables. Je pense que si on parlait que de soi et qu'on publiait que des gâteaux au chocolat, on aurait une audience énorme. En fait, les gens, ils aiment connaître les coulisses, ils aiment... voilà. Après, chacun met le curseur où il veut, mais les gens sont très curieux de ça. Non, j'ai beaucoup d'étudiants. Hier, j'ai répondu à 2 étudiants qui font un master de gastronomie à Angers, qui me posent des questions, comment j'en suis arrivé là, comment je vois les choses, etc. Et les questions privées, pas tellement. Au début, on me demandait, mais Mathieu, qui est en face, qui est donc mon mari, mais vous lui parlez comme un peu mal, enfin, comment ça, vous le connaissez, tout ça. Et maintenant que ça a été dit dans les médias, j'ai fait plusieurs interviews et tout ça. Donc non, maintenant, on me pose pas trop de questions sur mon intimité, mais on me pose beaucoup de questions sur mon parcours et comment j'ai fait pour en arriver là, oui. Énormément. Mathieu a accepté de toute façon pour la vie, je veux dire. Il a accepté d'être le mari d'eux. Il a d'être le mari d'eux, et ce qu'il insupporte parce qu'en fait on le présente toujours comme le mari d'eux. Et récemment j'ai dit non, on m'a dit c'est pas votre mari. Je dis si, mais en fait c'est aussi une personne en tant que telle. Mais comme on dit beaucoup la femme d'eux, je trouve que pour une fois dans l'autre sens c'est très bien. Ouais, voilà, merci Emmanuel. Et Emmanuel, quelle relation il y a entre les différents youtubeurs, si tu permets que j'utilise le mot youtubeur, parce que tu as beaucoup de casquettes en termes de réseau. Est-ce qu'il existe des relations entre youtubeurs du même domaine d'activité ? Oui, en fait, par exemple, les Arthur et Vincent, qui font l'émission Gueuleton, nous, on se connaît bien. Ils m'avaient appelé pour poser en couverture du numéro 2 de leur revue. Et ensuite, moi, je suis allé les filmer. Donc voilà, on échange. Parce qu'en fait, on n'échange pas tant sur le nombre d'abonnés ou tout ça, mais sur t'as goûté un bon fromage et tout. Eux, c'est vraiment ça, parce qu'on a le goût des mêmes produits et des terroirs français, tout ça. Et puis, par exemple, j'avais contacté le guide ultime, je ne sais plus à quel propos. Et on s'est dit, tiens, c'est vraiment des jeunes, ils font des vidéos assez différentes de nous, mais qui sont sympathiques. Et je leur ai dit, on pourrait faire des vidéos croisées. Mais vous voyez, ça, c'était aussi des recommandations. On l'a pas fait comme ça, parce qu'en fait, moi, je voulais faire de la street food, et eux, je les emmenais dans un truc bistrot traditionnel, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est les recommandations, par exemple, de YouTube ou de Meta, en disant, si vous voulez acquérir des abonnés, c'est de faire des vidéos avec d'autres influenceurs de votre domaine, ou un peu différents pour avoir une autre communauté, etc., etc. Bon, là, il se trouve que moi, je l'ai pas fait de façon tactique. Avec Vincent et Arthur de Gueuleton, on a passé une journée ensemble aux alentours de Nantes, dans un grand jardin, à manger, à faire des barbecues, à boire et à parler des bonnes choses. Et donc on a transformé ça en fait en un moment agréable et une amitié. Et puis le guide ultime, moi j'ai beaucoup essayé de comprendre comment eux ils en étaient arrivés là, parce qu'ils avaient un autre parcours et tout ça. J'adore parler, je suis bavarde, donc j'aime bien échanger avec ces personnes. Mais effectivement, après il y a des personnes qui ne veulent pas parce qu'ils ont un peu peur. Mais je crois qu'il quand même, les influenceurs, vous, Léa, vous devez savoir ça, mais j'ai l'impression que c'est un milieu où il y a beaucoup d'échanges, non ? Oui, ils se connaissent tous. Non, j'exagère un peu, mais en fait, ils sont à la fois concurrents et en même temps, il y a une forme de coopération. Donc effectivement, comme vous le soulignez sur les collaborations, etc. Et puis au-delà de ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des réseaux d'influenceurs, notamment sur comment on fait, par exemple, pour négocier avec des marques. J'ai une agence qui m'approche, qu'est-ce que je fais, comment je réponds, etc. Parce que bon, quand on est influenceur, qu'une marque nous approche et nous demande une facture, c'est pas forcément des compétences qui sont innées, et donc ils se retrouvent face à ça. Donc comme ils n'ont pas forcément les connaissances sur ces sujets-là, il y a des formes d'entraide aussi entre influenceurs. Ouais. Effectivement. Oui, il y a beaucoup de groupes Facebook sur ces sujets-là aussi, ou sur la photo culinaire, par exemple, les choix d'appareils, les choix de matériel, toutes ces choses-là. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les médias traditionnels, il y a une peur. Par exemple, moi, je viens de sortir une revue, et il y a quand on fait mon portrait, là, on a eu plusieurs portraits, on m'a dit, on ne parle pas de la revue parce que nous-mêmes, on est concurrents. Vous savez, c'est des gens qui tirent à 600 000 exemplaires, et je dis, vous trouvez qu'on est concurrents ? Moi, j'adorerais. Mais bon, alors que chez les influenceurs, il n'y a pas cette peur-là, en fait. Il y a des collaborations davantage que...
Mais récemment, juste une petite anecdote, j'ai une amie qui a répondu à un entretien d'embauche et on lui a demandé combien elle avait d'abonnés sur Instagram, de le mettre, de le préciser, en plus la date de naissance et tout le reste, sur son CV. Ouais, puis moi je trouve que c'est un métier où même si on rencontre des gens, etc., c'est un métier de solitude un petit peu. On est devant son ordi, on travaille ses contenus, etc. Et le fait de se rencontrer et de... Moi j'ai une petite anecdote, j'étais fougueux il y a quelques années, et puis on avait un gros concurrent qui s'appelait Marmiton, et un énorme concurrent qui est un monstre qui est dans la salle. Hein, qui est dans la salle. il est là? Mais non, je te blague, il était là Non, tout non, à non, l'heure, il est parti quand il t'a vu. non, mais ça aurait été avec plaisir. Christophe Duhamel, c'est ça? Et du coup, on se tirait un peu la bourre, mais enfin, on ne jouait pas dans la même cour parce qu'il était vraiment meilleur que nous. Et puis un jour, on s'est rencontrés. Et au lieu de s'affronter en disant on va se tirer à la bourre, on dit on va se parler d'abord. Et le fait de se parler, c'est devenu un ami. Et puis chaque année, on fait des battles de cuisine ensemble, Marmiton contre 750 grammes. Il gagne souvent d'ailleurs. Moi qui suis professionnel et lui il est amateur parce qu'il cuisine bien. Et en fait, on a vraiment besoin de se rencontrer, d'échanger, de partager, parce qu'en fait, ça nous nourrit en fait. Et comme hier, moi je suis allé dans un restaurant un peu gastro et avec une brésilienne et une béninoise qui ont cuisiné. Et en fait, ça m'a nourri de ces rencontres. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on avait fait le salon du blog culinaire où il y avait 200, 300, 400 blogueurs qui se réunissaient, qui disaient moi je fais ma recette italienne, moi je fais ma recette iranienne. Et c'était exceptionnel de richesse et de fait que derrière l'écran, on avait la même passion qui était le partage et la cuisine, quoi. Et ça, c'est quand même c'est un beau cadeau de la vie, je trouve. Léa, Damien nous parle de tempérament de partage, d'amitié entre professionnels. Est-ce que dans ton étude, tu as perçu justement des tempéraments particuliers d'individus dans le domaine des influenceurs, que ce soit le narcissisme par exemple, ou je ne sais moi, des personnes qui jouent uniquement l'axe spectaculaire ou relationnel forcé avec ces internautes? Pourtant, elle était préparée cette question. C'est difficile. Après, moi, je suis en sciences de l'information et de la communication, donc ça, c'est plus des aspects de sociaux, voire de psychologie sociale. Moi, après, le point commun de tous les influenceurs que j'ai vus, c'est qu'au départ, ils voulaient juste partager ce qui les passionne. Donc, ils ont un centre d'intérêt particulier, qui souvent est la cuisine d'ailleurs, et donc ils partagent leurs recettes, etc. Et après, effectivement, ils commencent à avoir de l'audience, ils sont mis en avant par l'algorithme, ils gagnent des abonnés, potentiellement il y a des marques qui viennent les voir, etc. Et du coup, ils se professionnalisent. Et effectivement, là, en fait, leur point commun, c'est que plus ils se professionnalisent, plus ils commencent à faire attention à ce qu'ils postent. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas vraiment cet enjeu de l'audience. Et quand ça commence à grandir, ils disent « Ah, ça y est, là, on a beaucoup d'abonnés, il faut faire attention, etc. » Et là, on va plus rentrer dans, du coup, une mise en scène qui va être cadrée, etc., sur ce qu'on va dire. On va faire attention aux conseils qu'on va donner. Donc, voilà ce que je peux en dire. Mais j'ai pas plus de... Enfin, sur les points communs, après, non, Juste avant de donner la parole à la salle, j'ai une dernière question à vous trois. Est-ce que du point de vue du montage, vous avez un formatage particulier qui est obligé d'un point de vue technique, où vous donnez une patte particulière, que ce soit sur le rythme, le ton, le type de son, la manière de s'exprimer? Comment vous avez réfléchi finalement à créer une forme de théâtralisation de ce que vous êtes, d'un point de vue visuel, sonore ou rédactionnel, textuel? Comment vous avez amené finalement la finalité de votre offre? Nous, ça a évolué, c'est vraiment très empirique, puisque au début, je faisais comme tous les chroniqueurs gastronomiques, j'arrivais avec mon vélo, ils ont toujours soit un moyen de locomotion, un triporteur, un machin, un truc. Et donc, un jour, Mathieu, qui avait envie d'avoir des écritures visuelles un peu différentes, m'a dit, bon, on arrête tout ça. Et puis quelqu'un m'avait posé la question, parce que donc, comme on est ensemble dans la vie, je lui disais on s'engueule beaucoup à table, comme tous les couples. Et quelqu'un m'avait dit mais est-ce qu'on le voit dans tes vidéos? Je dis bah non, on le coupe au montage. Et quand même ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et un jour donc on a changé, mais voyez, en fait il me l'a même pas dit. On marchait
dans la rue et il m'a posé une question et après au montage on l'a gardé et tout. Donc oui, maintenant il y a ça qui est très important, qui est ce ping-pong entre lui et moi. Il y a un rythme effectivement, bon ça c'est vraiment tout son travail au montage. Et puis il y a quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a jamais de voix off et il n'y a qu'une seule caméra et on ne fait pas plusieurs prises pour garder cette spontanéité. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on me demande mais pourquoi la télé, etc. Parce qu'on a rencontré plusieurs boîtes de production télévisuelle et on refuse à chaque fois parce qu'on nous ramène à des écritures télévisuelles plus classiques et on a dit nous on refuserait pas de le faire, mais il faudrait nous laisser faire comme on veut. Donc voilà, ça c'est vraiment plus le travail de Mathieu qui veut et qui par contre ne se limite pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des vidéos qui font 2 minutes 50 et d'autres 12 minutes, ce qu'il me dit tout le temps, tant que c'est intéressant, je garde, tant qu'on estime que ça l'est. Et avant, la fameuse vidéo qui nous a fait connaître chez Erwan avec ses 40 millions de vues, on avait rencontré des personnes qui disaient non, il ne faut pas qu'une vidéo fasse plus de 3 minutes. Donc moi, je disais, Mathieu, t'as entendu, il ne faut pas que les vidéos fassent plus de 3 minutes. Donc celle-ci, elle fait presque 5 minutes, 40 millions de vues. Et ça s'est passé quelques mois après ce conseil. Il m'a dit, tu vois, donc écoute-moi un peu. Et donc maintenant, je l'écoute. C'est-à-dire que vraiment, tant que c'est intéressant, on garde. Et ça, c'est aussi la liberté des réseaux sociaux. Parce qu'à la télé, il y a des formats. Il y a, je sais plus, c'est 12 minutes, 26 minutes. Vincent saurait, mais il nous écoute pas du tout. Il est sur 26, son compte en 12 banque. et 50, je sais plus. Bon, alors que ça, c'est absolument 52. Merci Vincent. Et c'est vrai que ça, je trouve ça génial, cette liberté qu'offrent les réseaux sociaux pour ça. D'une part, donc des formats et aussi de tenter des choses. C'est même des producteurs télé qui m'avaient dit, mais tentez, puis si ça ne marche pas ou si ça ne vous plaît pas, vous passez à autre chose. Quand on met une émission à la télé, on en parle pendant des mois parce que c'est un tunnel quoi, qui peut durer 6 mois, 1 an. Alors que nous, on peut faire 3 vidéos, puis on se dit, oh non, finalement, ça ne nous plaît pas, on fait autre chose. Quoi. Donc il y a quand même une liberté de création qui est pas mal. Souplesse, merci. Si on parle de la forme plus que du fond, moi, c'est très spontané. Et j'essaye d'amener de l'humour et de la légèreté, parce que moi, je traite de la cuisine du quotidien, quelque chose qui est quand même super pénible à faire. Et de pouvoir amener, aider les gens, donnant des choses un peu fun, un peu marrantes, pour que ce ne soit pas lourd au quotidien, pour supprimer cette charge mentale dont on parle beaucoup. Moi, je suis très aligné sur les formats. Hein. Tant que c'est intéressant, du style une omelette au fromage en vidéo, c'est pas le même temps qu'une pâte feuilletée. Parce que la pâte feuilletée, ça prend du temps. Et moi, je suis un peu frustré parce que j'ai fait à peu près 2000 vidéos de cuisine. Et dans mes vidéos, moi, dans ma vie, je dis pas mal de gros mots, je suis un peu cash, etc. Et j'avais une censeur chez 750 grammes. Qui ne faisait qu'enlever tous les gros mots que je disais et enlever toutes les punchlines, etc. Toujours un peu énervé, parce que je faisais toujours des vidéos en duo avec une blogueuse, etc. Donc comme je trouvais qu'elle allait jamais assez vite, parce que je suis un peu speed, un peu hyperactif, je dis vas-y, on y va, allez, c'est bon, on a compris, répète pas le truc, etc. Et du coup, tout ça, ça a été gommé, et aujourd'hui, j'ai fait 2000 vidéos qui sont un petit peu lisses. Et je pense que si on m'avait laissé dire des gros mots de temps en temps et houspiller un petit peu la blogueuse, etc., ça aurait été un petit peu plus drôle. Hein. Aujourd'hui, tu serais à la tête d'un palace, peut-être. Oui, je serais peut-être à la tête d'un palace aujourd'hui. Non, je déconne. Après, évidemment, il y a toujours des formats. Je pense aux vidéos de Vincent que j'adore, où il parle toujours d'une certaine manière. Et après, on voit ses mains qui cuisinent. Mais il y a toujours... Nous c'est pareil. On a toujours les... comment Mathieu appelle ça, le teaser, c'est-à-dire quelques images d'accroche, le générique, d'accroche et tout ça. Mais il y a quand même une souplesse énorme. Je crois qu'il n'y a pas une, mais des recettes. En fait, chacun a son style. Vincent, il a son style. Toi, tu as ton style. Et en fait, des fois, on voit des vidéos qui émergent et qui cartonnent. Et en fait, on s'y attend pas, quoi. Par exemple, En tout cas, la personnalité d'une vidéo, je pense que le fait de lisser, c'est un peu con. Ouais. Si je on puis est me d'accord. permettre. Non, c'est très con, je suis d'accord. On va passer aux questions du public, si possible. Il y a une demande de micro au premier rang. Non, garde ton micro, Emmanuel. Sinon, après, ils vont se perdre là-haut. Jeune homme, s'il vous plaît, vous pouvez descendre ? Merci beaucoup. D'un pas alerte, afin de nous faire gagner quelques secondes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que j'aille vers le micro ? Non, il vient à toi, Vincent. Merci, jeune homme. Non, c'est bon. T'inquiète. Non, mais reste là, en revanche. Reste là. J'en ai pas pour très longtemps. J'ai 2 questions, mais je vais en faire qu'une. Juste un commentaire pour dire, si je commence toutes mes vidéos Instagram face caméra, c'est pour une simple raison, c'est que beaucoup de gens ne mettent pas le son.
Et comme le commentaire est audio, si on me voit parler et qu'on n'entend pas, on sait qu'il faut mettre le son. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais c'est des petits tips qui sont utiles. Oui, mais tu as créé un style aussi, je trouve. Bon, enfin bon. Alors, j'ai 2 questions, cher Emmanuel. La première s'adresse à toi, mais l'autre, je la poserai plus tard, parce qu'il faut laisser parler le jeune homme qui a des choses à dire aussi. On ne parle pas du diffuseur. Alors, moi, je veux faire un parallèle avec le métier de la télé. Hein, quand on produit du contenu vidéo, audio-vidéo, ça ressemble quand même à des programmes télé, même s'ils sont très courts. Or, à la télé, on connaît le diffuseur, ce sont des chaînes qui font souvent appel à vos services. Là, c'est beaucoup plus opaque. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, oui, j'ai des échanges avec Meta, hein, puisqu'on parle là d'Instagram et de Facebook, par exemple. Alors, quid, justement, de la relation entre des gens qui ont une influence par le nombre d'abonnés, de followers, et ces diffuseurs que sont notamment Meta. Parce que la plupart de ceux qui produisent des contenus pour Meta n'ont absolument aucun accès. Et même en posant des questions, il est rare qu'on leur réponde. Donc, à quel moment la bascule se fait et comment l'avez-vous géré pour ceux qui ont des relations avec ce diffuseur ? En fait, moi, ils m'ont contacté après la vidéo de chez Erwan ou une autre vidéo en me disant mais vous avez, je sais pas, à l'époque 300 000 abonnés, vous faites 40 millions de vues, donc l'algorithme vous repère, on aimerait travailler avec vous. La personne était à Londres, donc on faisait des vidéos. Excuse-moi, il t'a contacté comment ? Par le biais d'Instagram ou par mail ? C'était Facebook à l'époque et je pense que... je sais plus du tout là. Non, parce qu'il y a tellement de spam qui se réclament de Meta. Ouais, j'ai tout de suite vu, parce qu'effectivement j'en ai plein. Non, là j'ai vu que c'était peut-être un mail officiel ou je sais plus, mais j'ai vu que c'était une vraie personne. Et elle a dit on aimerait travailler ensemble et honnêtement, ça n'a servi à rien. Parce que aucun des conseils qu'elle nous a donnés on l'a suivi, on n'était pas d'accord, et en même temps elle-même à des jours a dit en même temps vous débrouillez assez bien, donc je sais pas si les conseils vidéo, etc. Et par ailleurs là, dernièrement notre compte a été hacké, ce qui est un peu un drame pour nous. Là c'était une partie du compte, on a eu quasiment, on n'a pas réussi à avoir quelqu'un chez Meta pour nous renseigner parce que eux-mêmes ne savent pas. Je veux dire, les robots, on n'est passé pas 2000 ans Odyssée de l'espace, mais les robots ont quand même beaucoup pris le pouvoir, mais parce qu'on leur a donné, parce qu'en fait, tout marche par algorithme, peut-être pour diminuer les effectifs. Mais j'ai un ami, là, par exemple, qui s'est fait pirater son compte. J'ai un contact Meta, il est allé, on lui a dit, on peut rien faire. Et vraiment, ils ne peuvent rien faire. Il y a un guichet, tu veux dire ? Oui, il y a un grand Meta à Paris, avec une belle terrasse et une vue sur la Seine, etc. Mais en tout cas, non, ça, franchement, nous, ça ne nous a pas servi à grand-chose. C'était sympathique d'aller les rencontrer. Et puis, parfois, j'ai demandé des conseils. Ils font des espèces de webinaires, des choses comme ça. Mais honnêtement... Juste une autre question. Achat de followers. Ça s'adresse à tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, si on veut négocier avec une marque pour effectivement avoir une rétribution face à des contenus, il vaut mieux être assez doté. Il y en a qui ont, sans vergogne, acheté énormément de followers. Bon, quand c'est très grossier, ça se voit. Mais est-ce que c'est envisageable ou pas ? Si on a une volonté commerciale. Open question. Alors moi en fait à l'époque j'en avais pas, j'avais pas forcément les moyens d'en acheter, et puis aujourd'hui j'ai 2 millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux, donc j'ai plus envie d'en acheter, si toutefois j'avais. Et puis je crois qu'en fait quand tu achètes, je sais pas si ça se fait tant que ça, on en parlait au début, mais est-ce que ça se fait toujours au début ? Et en plus si ça se fait, les personnes, il n'y a pas d'engagement, parce qu'aujourd'hui ce dont on te parle c'est pas tant le nombre d'abonnés, mais ton taux d'engagement. Donc si tu achètes et après, je sais pas, alors moi j'avoue que j'ai eu cette chance de... Et même en fait ce qui se fait davantage, j'ai travaillé pour un site qui fait ça mais qui s'en cache pas du tout, c'est qu'ils vendent un certain nombre de vues et donc ils payent pour que l'algorithme diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas du faux, mais ils payent pour que ça soit vu. Nous on n'a jamais payé, en fait toutes nos vues sont, comment on appelle ça, organiques. Merci. Oui, moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter des followers. Moi, je veux parler à des gens, quoi. Enfin, ça n'a... Je pense que c'est même lost et pas win-win, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'engagement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de parler à des gens, de partager des recettes. Et pas... Moi, je trouve que le nombre, ça n'a aucun intérêt. Si les marques, elles ne comprennent pas ça, tant pis pour elles. C'est vrai que moi, j'en ai vu en cuisine, j'en connais, qui ont acheté des followers en Chine, et des marques qui disent elles dépensent de l'argent pour rien. Donc, c'est leur problème, mais ce n'est pas le mien.
Surtout que dans le domaine des blogs, pas besoin d'acheter des followers, vu qu'il suffit blog, d'acheter. Tu peux acheter un compteur directement pour 10 € avec le nombre que tu inscris par toi-même directement dessus. Existe, un compteur que tu incrimines dans ta Mais tu as façade. des outils qui permettent de voir les trafics de blogs, des outils, des trafics. Voilà. Moi, à titre perso, bien évidemment, ça m'intéresse pas du tout d'acheter des followers. Je ne savais même pas que ça existait. Et non, je déconne. Mais c'est vrai qu'en tant que 750 grammes, moi, je suis beaucoup moins dans 750 grammes aujourd'hui. C'est vrai que on se tire un peu la bourre avec les autres sites sur le nombre de. Alors, on n'achète pas, hein, mais on se tire quand même la bourre sur le nombre d'abonnés sur Instagram, sur Facebook, etc. Parce que, effectivement, va dépendre aussi des campagnes d'achat, des choses comme ça. Donc, nous c'est important pour 750 grammes d'avoir, je crois qu'ils doivent avoir 1 million sur Instagram et 4,5 millions ou 5 millions sur Facebook. Tout ça, c'est important pour nous parce que derrière, c'est la vie de la boîte et les achats de campagne, etc. Juste une chose pour les marques, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les personnes, elles viennent aussi nous voir en nous disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté vertueux. On veut associer notre marque à des groupes d'agroalimentaire. Je leur dis pourquoi vous voulez, il y a des plus gros influenceurs. Ils disent non, mais parce que on se dit que si vous parlez de notre marque, ça doit être qu'elle est bonne. Parce que, donc là, évidemment, nous, on n'accepte pas ces partenariats-là. Mais donc il n'y a pas que le nombre d'abonnés, hein, il y a aussi l'image que tu renvoies, quoi. Bien sûr. D'autres questions tout là-haut? Tout d'abord, merci. Je comprends mieux le rôle des influenceurs. Ma question s'adresse peut-être à Léa. Je voudrais regarder le côté des influencés. Les influenceurs, tout ceci n'existe que par nos compétences sociales, en fait. Comme on est des êtres vivants, humains, et qu'on a besoin de modèles, de modéliser les autres, etc., je comprends aussi qu'on est dans un monde de distanciation sociale. On est de plus en plus isolés les uns des autres, et les uns malgré le fait qu'on soit les uns avec les autres, on est très isolés, et on est aussi distanciés de nos cuisines. Moi, personnellement, je suis nutritionniste et je me rends compte à quel point les gens ne cuisinent plus, ne connaissent plus ni le produit, ni l'ustensile, ni la cuisine. Et ma question est, finalement, que sait-on des influencés aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus susceptible d'être influencé, notamment à cause de la distanciation sociale et culinaire? Sacrée question aussi. Merci de l'avoir posée déjà. Alors moi, je travaille sur des publics qui sont un peu particuliers du coup, hein, qui sont vraiment les jeunes collégiens, lycéens. La distanciation sociale chez eux, on la voit pas tellement. Après, les influenceurs justement sont un support de sociabilité chez les jeunes. Parce que finalement, suivre un influenceur, alors déjà, il y a un truc identitaire très fort. C'est-à-dire qu'on suit des influenceurs pour aussi donner une image de soi, un peu comme on porterait une marque, en fait. Donc il y a ça, et puis il y a autre chose, c'est que finalement, suivre des influenceurs chez les jeunes aujourd'hui, c'est une façon aussi de rentrer dans des groupes. Et ne pas connaître l'actualité d'un influenceur, c'est s'exclure de certains groupes et de certaines conversations. Donc il y a ce phénomène-là qui est assez intéressant au niveau des sociabilités. Après, moi, sur la cuisine, j'ai vu chez les jeunes, par exemple, qui avaient une influence parce que souvent, ils refont les recettes avec leurs parents. Alors, c'est pas une majorité, hein, mais ça existe. Enfin, il y en a qui m'ont dit, oui, moi, je suis tel influenceur, j'en fais les recettes avec mes parents, etc. Voilà. Il y avait un autre élément, mais ça m'est sorti de la tête sur la cuisine. Et souvent, en fait, ils regardent aussi beaucoup de contenu alimentaire, mais pour se donner faim. C'est pas forcément derrière. En fait, il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, avant tout, c'est quand même du divertissement, quoi. C'est de l'infotainment, et donc il y a cette dimension-là. Et donc, on va pas forcément, en fait, sur les réseaux sociaux pour chercher de l'information. Ça veut pas dire qu'on n'y est pas soumis, mais il y a vraiment cette dimension-là à prendre en compte, et je pense que c'est important. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais juste pour rebondir sur sa question, vous les 3 prescripteurs, vous amusez à analyser réellement vos internautes, à faire des statistiques, des statuts sociaux, des profils? Non, on ne s'amuse pas, mais on a ces informations-là via les réseaux sociaux. On sait, quand on regarde Instagram, moi je sais par exemple que j'ai 80% de femmes et 20% d'hommes, par exemple, et toutes les tranches d'âge. Voilà, mais après, j'en fais rien. Oui, moi, on sait effectivement tout ça, et je m'en sers. Enfin, ça m'est utile pour quand on fait des partenariats avec les régions.
parce qu'ils me demandent où sont vos influenceurs, dans quelle région de France. Effectivement, c'est des hommes, des femmes, des jeunes, voilà, les tranches d'âge. Donc tout ça, on a ces infos et je les connais, mais bon, pas par cœur, mais voilà. Ouais. Une autre question ? Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question qui va faire écho un petit peu à ce qui s'est dit avant à la table ronde, où j'avais l'impression que les journalistes avaient un petit peu peur de ce que les créateurs de contenu pouvaient apporter dans le domaine culinaire. Alors ma question, pour faire simple, ça va être de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence de la part des créateurs de contenu culinaire qui est faite aux journalistes, voire même une menace ? Vincent Ferniaud tremble. Qui veut répondre sur la domination que le monde de l'internaute peut avoir sur le monde de la télévision ? On sait qu'il y a moins de téléspectateurs qu'il y a 30 ans, ça c'est une évidence. En même temps, on voit, moi je suis passé une fois au journal de TF1, on n'a jamais eu autant de retours, donc il y a quand même encore des gens qui regardent la télé. Ça, je sais pas, c'est-à-dire que c'est une autre façon de la regarder, la télé, puisque les jeunes me disent, ils la regardent à toute heure et en replay, et moi en direct, quoi. Mais je pense qu'il y a encore, ça reste un média assez impactant. Est-ce que oui, donc on diversifie les contenus, il y a plus de contenus avec les réseaux sociaux, mais peut-être que effectivement c'est de l'info, enfin c'est du divertissement, les réseaux sociaux, alors qu'à la télé on va peut-être chercher un peu autre chose. Bon, moi je suis pas sociologue des médias, donc. Moi, je me souviens qu'au premier déjeuner de presse où j'ai pu aller il y a 20 ans, on nous regardait un peu comme des ovnis, quoi. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Et je pense qu'en cuisine, on a un peu contribué à dépoussiérer le genre. Mais maintenant, je trouve que, il y a beaucoup de choses où on est mélangé. Moi, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Il faut demander aux journalistes si ça leur fait voilà. peur plutôt qu'à nous, finalement. Vincent. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait on faisait des événements et la presse voulait pas être mélangée avec les blogueurs. Et c'était. Ouais, c'est vrai que Vincent est peut-être le mieux placé. Oui, enfin, moi j'ai un pied un peu de chaque côté. Moi, je suis absolument pas raciste en la matière, dans aucune matière d'ailleurs. Et je pense que ce sont juste des canaux de diffusion différents. Voilà. J'ai autant de concurrence sur des chaînes autres que la mienne ou que les miennes, ou des stations de radio autres, qu'avec les canaux de diffusion digitaux. En définitive, c'est comme s'il y avait de nouvelles chaînes de télévision ou de médias qui sont un peu plus modernes, parce que la télé telle qu'on la connaît, elle est en train de mourir, il faut bien s'en rendre compte. Hein. Aujourd'hui, on regarde plus d'images sur son smartphone ou sur sa tablette que sur l'écran. Il y a plus cette communion autour d'un écran commun dans une maison, ça n'a plus aucun sens. Donc, moi, j'ai aucun problème tant qu'il y a de la compétence et qu'on peut se référer à une certaine compétence, à un savoir-faire, à une authenticité de ceux qui professent. Hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des journalistes, hein, ceux qui font bien leur boulot, et ici, il n'y a pas de problème. On pourrait parler de certaines personnes plus loin, par exemple, je sais pas moi, une influenceuse très connue de Dubaï qui avait invité il y a 2 ans Joël Robuchon pour Noël, hein, alors qu'il est mort il y a 5 ans. Enfin bon, ce genre de... Voilà, non mais ce genre d'histoire arrive évidemment, mais la compétence, le sérieux, il est des deux côtés des médias. Voilà. Merci Vincent. Une autre question, bien que je sais que Jérémy Nisset faisait des grands non, je ne suis pas d'accord avec Vincent, mais, parce qu'il estime que la télévision existe encore de ce côté. Mais il y avait les dames là-bas qui avaient demandé la parole très tôt. Oui. Alors moi, c'est peut-être plutôt pour Emmanuel Jarry, comme vous parlez de restaurants. Donc j'entends bien que quand vous chroniquez des restaurants, ça peut apporter du monde à certains restaurants, changer la clientèle. Mais il y a aussi des exemples récents qui montrent que certains influenceurs ont parlé de restaurants qui se sont trouvés en grande difficulté, qui ont été totalement dépassés, qui ont dû embaucher. Je pense au Guise d'Ultime, qui avait fait quelque chose sur une petite cantine coréenne dans le 15e, ou Folderol, c'est un caviste glacier qui a dû embaucher un videur tellement il y avait de monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que c'est des cas isolés, selon vous ? Oui, ça nous est arrivé, c'est plutôt isolé, mais on a des restaurateurs dans l'Ariège. La vidéo a vraiment été très virale. Et je sais pas, il y avait 700 appels par jour. Comme ils étaient que 2 à gérer, ils n'avaient pas le personnel pour ça. Alors après, ils avaient décroché le téléphone, donc les gens appelaient à l'office du tourisme de la ville de Saint-Giron. L'office du tourisme disait non, mais non, on ne peut pas gérer ça. Et ils ont dû fermer un petit peu,
parce que les équipes en pouvaient plus. On a eu plusieurs exemples comme ça, mais par exemple, aujourd'hui, il y a des restaurateurs pour cette raison qui refusent qu'on les filme. Parce qu'ils ne veulent pas avoir cette déferlante, et il y en a plusieurs que j'adore et qui m'ont dit non, bah voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, en fait, celui qui a vraiment qui a pas eu de chance ou de chance, c'est Erwan, parce que le fameux qui a fait 40 millions de vues, parce que quand je l'ai appelé, il m'avait dit je veux pas trop de visibilité. Je lui avais dit on a 8000 abonnés, il va pas se passer grand chose. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Erwan, il est très content, on l'a revu et lui-même maintenant fait des vidéos alors qu'il n'avait pas de téléphone portable, pas d'internet, rien. Donc ça a changé sa vie, ce qu'il a dit dans une autre vidéo quand on est retourné le voir. Donc c'est plutôt une jolie histoire, alors que ça aurait pu être un drame parce qu'il voulait pas de visibilité. Mais effectivement, à présent, les gens nous connaissent quand même. Et alors, il y a quelques restaurateurs qui ne nous connaissent pas, donc on leur dit, vous savez, en général, ça a quand même un petit peu d'impact. Et donc, ceux qui acceptent, ils sont très contents. Et ceux qui ne veulent pas, il y en a quelques-uns, on ne les filme pas. Quelqu'un d'autre? Il va être l'heure d'aller manger. Sinon, ah oui, là, monsieur, il lève la main. Je ne peux pas vous lancer le micro. Jeune homme, s'il vous plaît, le monsieur, il lève la main, il secoue la main. Le temps que le micro arrive, oui, Jérémy. Je voudrais, et vous m'avez vu réagir, inviter à la prudence sur la question de la mort de certains supports médiatiques, y compris si vous y réfléchissez. Décembre 2022, vous étiez nombreux à être devant la finale de la Coupe du Monde en télévision, même si elle est relayée sur le numérique. En mai de l'année dernière aussi au Mans, ou d'avril, du débat d'entre deux tours à d'autres moments qui, pour ce qu'est la télé, garde parfois sa primauté. Et c'est vrai pour autant qu'elle est soit concurrencée, soit complétée. L'autre élément de prudence sur les influencés, c'est très hasardeux, et de nombreux chercheurs le disent, quand on sonde ce que sont les publics, de savoir si parce qu'ils ont incorporé un contenu, réellement il y a eu cette dimension d'influence. Donc il y a davantage d'éléments de connaissance sur les influenceurs, les acteurs que vous êtes, que sur les influencés eux-mêmes. Et d'ailleurs, voir un contenu, ça ne veut pas dire qu'on y adhère ou qu'on va en faire quelque chose. Attention. Et j'en profite du coup d'avoir le micro pour une petite question. Merci pour l'ensemble de vos témoignages. Finalement, ce à quoi ça me faisait penser, au-delà du terme lui-même d'influence, c'est celui d'opinion. Petite précision au passage, finalement, on a parlé aussi dans d'autres décennies, et particulièrement à partir des années 1950, de ce qu'étaient les leaders d'opinion. Les chercheurs, en l'occurrence, c'était Lazarsfeld et Katz, qui s'étaient intéressés à la période électorale des années 40 aux États-Unis. C'est comment, quand on est autour de soi, dans un cercle, ici il est médiatique, numérique, mais c'est parfois juste à l'échelle de la famille, du quartier ou de l'usine à l'époque, comment certains sont plus écoutés que d'autres. Et ce qu'ils avaient analysé, c'est à la fois l'opinion quand elle est positive vis-à-vis de tel ou tel candidat, ou quand elle est négative pour contrer un autre candidat. Vous avez beaucoup parlé des opinions et des recommandations positives dans les dimensions alimentaires et de restauration. Je voulais savoir comment vous fonctionnez quand il s'agit parfois d'aller pointer le doigt sur ce qui ne va pas et quand il s'agit d'émettre des opinions négatives. Oula, moi je répète, je suis en cure de désintox totale à 100%. J'ai plus de téléphone, enfin j'exagère, mais en gros j'en suis là. Et donc, en fait, déjà, je ne me permettrai jamais de critiquer un confrère, parce que c'est facile de critiquer un restaurant, et si le mec, il a un plongeur qui est malade et 2 serveurs qui ont chopé le Covid, eh ben, il peut se retrouver en difficulté. Donc déjà, je suis très très prudent sur la critique par rapport à des confrères. Et puis... Non, je sais pas. Moi, j'ai décidé, le jour de mes 40 ans, de parler que de choses positives. Et en fait, je préfère parler des gens que j'aime. Je préfère parler des gens que j'aime. Vous savez, toute ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais t'as vu un tel, il est pas terrible. T'as vu un tel, il est pas terrible. » Et à un moment, le jour de mes 40 ou 30 ans, je me rappelle plus, j'ai dit « J'arrête tout. Je parlerai plus jamais des gens en négatif, et ça m'intéresse pas. Et je vais parler que des gens que j'aime. » Et ça change pas mal de choses dans la vie, en fait. Oui, moi, je suis comme Damien. Je voulais juste dire, c'est très intéressant parce que c'est peut-être un des marqueurs forts de l'influence par rapport au journalisme, c'est la positive attitude. Parce que grosso modo, les contenus sont positifs. Je ne pense pas que Léa me contredira. Et là-dessus, moi j'entends souvent dire « Ah, vous êtes critique gastronomique ?» Non, stop. Moi, je n'ai jamais critiqué. Je ne suis pas critique de restaurants. Ce sont les chroniqueurs spécialisés des restaurants qui sont critiques, qui vont faire une analyse critique. Quand on produit du contenu, à la télé ou sur des médias autres, il y a ce côté positif. Moi, mon père me disait, que certains ont connu ici en Touraine, il me disait « Quand tu n'aimes pas, tu n'en parles pas ». C'était une attitude un peu de l'après-guerre, je dirais des 30 glorieuses. Quand tu n'aimes pas, tu n'en parles pas. Et puis ça a dérivé dans le journalisme vers la critique
en matière de gastronomie et culinaire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dézinguer que d'être positif et de pointer les aspects qui nous font aimer une cuisine ou un chef, ou, bon, peu importe. Donc je pense que ça, et c'est bien de le dire, cette positive attitude, elle est un peu induite par les médias digitaux. Merci voilà. Vincent. On me fait signe qu'il fait faim, FAIM, et que on va. Je suis désolé pour les autres questions, je vois d'autres mains qui se lèvent, mais on aurait pu parler encore de beaucoup d'autres sujets. Je pense à la gestion des produits quand on prépare des recettes. Est-ce qu'on les redistribue en direction, par exemple, de lieux caritatifs? On aurait pu vraiment se poser la question est-ce que les influenceurs remplaceront totalement les profs demain? On aurait pu avoir une lecture un petit peu futuriste du sujet. Dans tous les cas, espérons que le règne de l'invitation à découvrir que vous apportez continue de garder son chemin sans être aux dépens d'autrui ou d'autres perspectives. Bon appétit et on se retrouve ici à 14h30. À tout à l'heure.